Écoute bien ceci, car peu de personnes sont prêtes à l'entendre. La réalité ne se manifeste pas parce que tu la désires, elle se manifeste parce que tu l'observes depuis un certain état intérieur. Tant que tu n'as pas compris cela, tu peux lire tous les livres, répéter toutes les affirmations et espérer tous les miracles. Rien ne change durablement. Mais le jour où tu saisis ce principe, le changement cesse d'être lent, incertain ou aléatoire. Il devient inévitable. Les anciens le savaient déjà, même si les mots étaient différents. Aujourd'hui, la physique moderne l'a confirmé sans toujours en mesurer la portée. Tout existe d'abord sous forme de potentialité, comme un champ invisible de réalités possibles, coexistantes, superposées. Ta vie actuelle n'est qu'une version parmi d'autres. Pas la meilleure, pas la pire, simplement celle que ton état de conscience sélectionne en permanence. Dans les années 1920, lorsque l'interprétation de Copenhague bouleversa la physique, une vérité dérangeante apparut. Tant qu'il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de réalité figée. Il n'y a que des probabilités. Ce n'est pas l'événement qui crée l'expérience. C'est l'attention qui fait basculer l'invisible dans le visible. Ce que les textes hermétiques appelaient l'esprit, la science l'a nommé l'observateur. Le principe reste le même. Si cela te semble abstrait, reste calme. Tu n'as rien à croire, seulement à comprendre. À la fin de cette vidéo, ce mécanisme te paraîtra évident, presque troublant de simplicité. Tu réaliseras que ce que tu appelais blocage était en réalité une cohérence parfaite entre ta fréquence intérieure et ce que tu vis. Si tu sens que cette vérité résonne déjà en toi, écris en commentaire cette phrase « J'observe autrement ». Ce simple acte aligne déjà ton attention. Abonne-toi à la Lumina. Soutiens ce travail en aimant cette vidéo et reste jusqu'au bout, car ce que je vais révéler ensuite ne parle pas de magie, mais d'une loi. Une loi qui agit même lorsque tu l'ignores et qui transforme tout dès l'instant où tu la maîtrises. Bien avant que les laboratoires, les équations et les accélérateurs de particules ne tentent de décrire la nature de la réalité, certaines civilisations parlaient déjà d'un monde invisible gouvernant le visible. En Égypte ancienne, en Mésopotamie, puis dans la Grèce initiatique, l'univers n'était pas perçu comme une mécanique froide, mais comme un champ vivant, intelligent, réactif à la conscience. Au cœur de cet enseignement se trouve une figure fondatrice, Hermès Trismégiste, le sage mythique, à qui l'on attribue les textes hermétiques. Ses écrits ne cherchaient pas à expliquer le monde aux masses, mais à transmettre un savoir réservé à ceux capables de le comprendre sans le déformer. L'un de ces textes, la Table d'émeraude, énonce une loi qui traverse les siècles. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Autrement dit, la structure intime de la conscience et celle de la réalité obéissent au même ordre. Ce principe n'était pas symbolique, il était opératif. Dans les écoles gnostiques et alchimiques, on enseignait que le monde matériel n'est pas une création figée, mais une condensation progressive de forces subtiles. La matière était considérée comme une possibilité ralentie, une vibration densifiée. L'alchimie ne visait donc pas à transformer le plomb en or extérieur, mais à modifier l'état intérieur de l'observateur, afin que le monde reflète cette transformation. Ce savoir a traversé les siècles sous forme de symboles, de paraboles et de codes, car il représentait un danger pour les systèmes fondés sur la peur, la culpabilité et la soumission. Un être conscient de son pouvoir d'observation n'est pas facile à gouverner. Lorsque la science moderne émerge, elle sépare brutalement l'esprit de la matière, reléguant la conscience au rang de simple sous-produit du cerveau. Pourtant, au début du XXe siècle, la physique quantique fracture ce récit. Les expériences révèlent que la matière ne se comporte pas comme un objet solide tant qu'elle n'est pas mesurée. Elle existe sous forme d'ondes de probabilité, indéterminées, multiples, simultanées. Ce que les anciens appelaient le monde des causes invisibles refait surface,
mais avec un langage mathématique. Le problème n'est pas la découverte elle-même, mais ce qu'elle implique. La réalité n'est pas indépendante de l'observateur. Ce savoir a été minimisé, fragmenté, rendu abstrait, car il remet en question l'idée même d'un individu passif face à son existence. Dans notre époque moderne, saturée de distractions, de blessures non guéries et de croyances héritées, l'attention est dispersée, instable, incohérente, et une attention fragmentée sélectionne une réalité fragmentée. Les anciens ne parlaient pas de malchance ou de fatalité, ils parlaient d'ignorance des lois. Comprendre ces lois n'était pas un luxe intellectuel, mais une condition pour sortir de l'illusion et reprendre sa juste place dans l'ordre du monde. Pour comprendre ce qui se joue réellement derrière ce que l'on appelle la loi quantique, il faut abandonner une illusion profondément ancrée, l'idée que la réalité est quelque chose de fixe, déjà décidé, extérieur à toi, auquel tu dois simplement t'adapter. Cette croyance est confortable, car elle te décharge de toute responsabilité intérieure. Pourtant, elle est fausse. La réalité n'est pas un décor immobile dans lequel tu te déplaces, elle est un processus vivant qui répond en permanence à ton état d'observation. Imagine un instant un vaste océan invisible, calme en apparence, mais traversé de courants, de vagues potentielles, de mouvements latents. Cet océan, c'est le champ des possibles. Toutes les versions de ta vie y existent déjà sous forme de probabilité. La réussite, l'échec, l'harmonie, la répétition, la paix ou le chaos ne sont pas créés au moment où tu les vis, ils sont sélectionnés. Et ce qui sélectionne n'est pas ton désir conscient, mais la fréquence depuis laquelle tu observes le monde. L'erreur la plus courante consiste à croire que penser positivement suffit. Les traditions anciennes savaient que la pensée n'est qu'une couche superficielle. Ce qui agit réellement, c'est l'état intérieur global. La cohérence entre ce que tu crois profondément, ce que tu ressens, ce que tu attends et ce que tu incarnes, sans t'en rendre compte. Deux personnes peuvent prononcer les mêmes mots, visualiser la même scène, et pourtant activer des réalités radicalement différentes, car elles n'observent pas depuis le même niveau de conscience. Dans la mécanique quantique, un système reste indéterminé tant qu'il n'est pas observé. Cela ne signifie pas simplement qu'un œil regarde, mais qu'une interaction se produit. De la même manière, ta vie reste fluide tant que tu n'imposes pas inconsciemment une interprétation répétée. Chaque jugement intérieur, chaque certitude figée, chaque blessure non questionnée agit comme un filtre qui force la réalité à se comporter de manière prévisible. Ce que tu appelles stagnation n'est souvent qu'une observation automatique rejouée jour après jour. Les anciens initiés parlèrent de sommeil de la conscience. Non pas un sommeil physique, mais un état dans lequel l'être humain observe le monde à travers des conditionnements hérités, sans jamais remettre en question la position depuis laquelle il regarde. Dans cet état, il croit subir sa vie alors qu'il la confirme en permanence. Ce n'est pas une punition, c'est une loi impersonnelle, précise, implacable, mais aussi libératrice une fois comprise. C'est ici que naît la tension intérieure que beaucoup ressentent sans pouvoir la nommer. Tu sens que quelque chose en toi aspire au changement, mais une autre partie maintient les mêmes schémas. Cette friction n'est pas un manque de volonté, c'est un conflit de fréquences. Tant que ton identité profonde reste alignée avec l'ancienne version de toi-même, la réalité continue de la refléter, même si ton mental réclame autre chose. La loi quantique n'écoute pas les mots, elle répond à l'état d'être. Et pourtant, rien n'est figé. Le champ des possibles ne se ferme jamais. Il attend simplement une modification réelle de l'observateur. Pas une lutte, pas une affirmation forcée, mais un déplacement intérieur. C'est ce déplacement que les traditions appelaient transmutation. Lorsque l'observateur change, ce qu'il observe ne peut plus rester identique. Cette loi n'échoue jamais. Si la réalité ne change pas, c'est que l'observateur, lui, n'a pas encore bougé. Dans la partie suivante,
Je vais aller plus loin, là où peu de discours osent s'aventurer. Nous verrons pourquoi certaines pratiques populaires échouent, comment les mythes anciens cachaient des instructions précises, et ce que signifie réellement maîtriser cette loi sans se mentir à soi-même. À ce stade, une confusion persiste souvent, et elle est soigneusement entretenue. Beaucoup ont entendu parler d'intention, de visualisation, de loi de l'attraction, et ont cru que maîtriser la loi quantique consistait à imaginer intensément une réalité désirée jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Cette approche échoue presque toujours, non parce que le principe est faux, mais parce qu'il est incomplet. Les traditions anciennes n'enseignaient jamais la création par le désir, elles enseignaient la création par l'alignement. Le désir naît du manque, et le manque est une fréquence. Observer depuis le manque sélectionne des réalités qui confirment ce manque, même lorsque l'image mentale semble positive. Les mythes anciens utilisaient des récits pour transmettre cette subtilité. Dans de nombreuses traditions, le héros ne reçoit jamais le pouvoir tant qu'il cherche à le posséder. Il le reçoit lorsqu'il cesse de se définir par ce qu'il n'a pas encore. Ce paradoxe est central. Tant que tu observes la réalité depuis l'attente, l'impatience ou la projection, tu renforces l'idée que ce que tu veux est ailleurs, plus tard, séparé de toi. La loi quantique ne répond pas à ce que tu demandes. Elle répond à ce que tu incarnes déjà comme état intérieur. C'est ici que le symbole hermétique prend tout son sens. Les anciens parlaient du miroir, non comme une métaphore poétique, mais comme une description fonctionnelle de la réalité. Le miroir ne réfléchit pas ce que tu espères voir, il reflète ce qui se tient devant lui. La conscience agit de la même manière. Elle ne récompense pas l'effort mental, elle reflète la cohérence vibratoire. C'est pour cette raison que certaines personnes transforment leur vie sans discours ni technique complexe. Elles ont déplacé leur identité intérieure, et la réalité n'a eu d'autre choix que de suivre. Une autre croyance erronée consiste à penser que l'observateur conscient contrôle chaque détail. Les traditions initiatiques étaient très claires à ce sujet. Il ne s'agit pas de contrôler, mais de cesser de perturber. Lorsque l'observateur est fragmenté, inquiet, contradictoire, il génère un champ instable. Lorsque l'observateur est unifié, la réalité se réorganise d'elle-même. Ce que beaucoup appellent effort est en réalité une résistance déguisée. Les anciens parlaient de maîtrise, non comme d'une domination, mais comme d'un silence intérieur capable de laisser émerger la bonne forme. Il faut aussi dissiper un autre mythe moderne, celui de la pensée isolée. Une pensée sans charge émotionnelle, sans conviction profonde, sans enracinement corporel, n'a presque aucun impact. Ce qui agit, c'est la somme de tes états répétés. Ta posture face à l'incertitude, ta relation au temps, ton rapport à la peur, ta manière d'interpréter les événements. Chaque interprétation est un acte d'observation. Chaque acte d'observation est un choix de réalité. Les traditions gnostiques parlaient d'illusion non pour nier le monde, mais pour dénoncer la confusion entre ce qui est perçu et ce qui est réel en potentiel. Tant que tu crois que la réalité est extérieure et autonome, tu restes prisonnier de ce qu'elles appelaient la roue. Dès l'instant où tu comprends que tu participes à la sélection de ce que tu vis, la roue ralentit, pas parce que tout devient facile, mais parce que tu cesses de lutter contre des effets au lieu d'agir à la cause. Maîtriser cette loi ne signifie donc pas obtenir tout ce que tu veux. Cela signifie devenir lucide sur ce que tu émets, sur la position depuis laquelle tu observes et sur les illusions que tu nourris sans le savoir. Cette lucidité est inconfortable, car elle ne laisse plus de place aux excuses, mais elle est aussi profondément libératrice, car si l'observateur peut créer la répétition, alors il peut aussi créer la rupture. Et cette rupture commence toujours à l'intérieur, dans un espace que personne d'autre que toi ne peut atteindre. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment traduire cette compréhension en actes concrets, simples, applicables, sans mysticisme inutile, là où la loi cesse d'être une idée et devient une pratique vivante. Comprendre la loi quantique sans l'incarner
revient à observer une carte sans jamais marcher le territoire. Les anciens le savaient. La connaissance qui ne transforme pas l'être reste stérile. L'application commence toujours par un déplacement subtil mais radical de ton rapport à l'observation. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à ta vie, mais de retirer ce qui perturbe ton champ intérieur. La première pratique consiste à ralentir volontairement ton regard sur le monde. Plusieurs fois par jour, arrête-toi quelques instants et observe ce que tu es en train de penser. Non pour juger, mais pour reconnaître la position depuis laquelle tu observes. Est-ce la peur, l'attente, la comparaison, la méfiance ou une forme de calme stable? Cette simple reconnaissance agit déjà comme une désactivation des automatismes. La seconde pratique est plus profonde. Elle consiste à cesser de demander à la réalité de changer avant toi. Chaque matin, avant toute interaction extérieure, prends quelques instants pour t'installer dans un état intérieur précis. Pas une image, pas un objectif, mais une posture. Par exemple, la stabilité, la confiance silencieuse ou la neutralité lucide. Respire lentement et laisse ton corps s'ajuster à cet état jusqu'à ce qu'il devienne réel, tangible. Les anciens parlaient d'habiter l'état avant l'événement. Lorsque l'état est stable, la réalité commence à s'ordonner autour de lui sans effort apparent. Un autre exercice essentiel consiste à transformer ton rapport aux événements inattendus. Au lieu de les interpréter immédiatement comme des obstacles ou des confirmations négatives, suspends ton jugement. Cette suspension est un acte d'observation consciente. Elle empêche la cristallisation automatique d'une réalité indésirable. Chaque fois que tu choisis de ne pas conclure trop vite, tu laisses le champ des possibles ouvert. Cette pratique est exigeante, car elle va à l'encontre de l'habitude mentale de contrôle, mais elle est l'une des plus puissantes. Les erreurs les plus fréquentes surviennent lorsque l'on confond maîtrise et tension. Forcer un état, lutter contre une émotion, nier une peur ne modifie pas la fréquence, cela la rigidifie. Les traditions initiatiques insistaient sur l'intégration plutôt que sur le rejet. Accueillir une émotion sans s'y identifier permet à l'observateur de rester stable. C'est cette stabilité qui transforme jamais la répression. À ce stade, je te donne une phrase mot de passe, non comme une formule magique, mais comme un rappel vibratoire. Répète-la intérieurement lorsque tu sens l'ancien schéma vouloir reprendre le dessus. Je choisis l'état, la forme suivra. Cette phrase recentre l'observation sur la cause plutôt que sur les faits. Enfin, rappelle-toi ceci. La loi quantique agit même lorsque tu l'ignores. La différence, lorsque tu la pratiques consciemment, c'est que tu passes d'une création inconsciente à une participation lucide. Le changement ne survient pas parce que tu forces la réalité, mais parce que tu cesses d'émettre des signaux contradictoires. Lorsque l'observateur devient cohérent, le monde n'a plus besoin de résister. Dans la conclusion, je vais condenser l'essence de tout ce que tu viens d'entendre et te laisser avec une vérité simple, mais impossible à oublier une fois intégrée. Tu viens de toucher à une vérité que beaucoup pressentent sans jamais oser l'assumer pleinement. La réalité n'est pas contre toi, elle est cohérente avec toi. Elle ne te teste pas, elle te reflète. Ce que tu vis n'est ni une récompense, ni une punition, c'est une réponse précise à la position intérieure depuis laquelle tu observes le monde. Tant que cette position reste inconsciente, la vie semble répétitive, imprévisible ou injuste. Dès l'instant où elle devient lucide, tout commence à se réorganiser. Retiens ceci avec clarté. Tout existe déjà sous forme de potentialité. Le champ des possibles ne se ferme jamais. Ce qui change, ce n'est pas le monde extérieur, c'est la version de toi qui entre en interaction avec lui. Lorsque tu modifies ton état, même légèrement, tu cesses d'alimenter l'ancienne configuration. Et une réalité qui n'est plus nourrie finit toujours par se dissoudre. La loi est neutre, constante, impersonnelle. Elle n'exige pas que tu croies en elle. Elle agit. Les anciens n'avaient pas peur de cette responsabilité. Il s'avère que maîtriser l'observation intérieure
revenait à reprendre sa place dans l'ordre naturel, non comme un dominateur, mais comme un participant conscient. C'est cela, la véritable initiation. Pas accumuler des savoirs, mais devenir cohérent. Pas chercher à changer le monde, mais ajuster la source depuis laquelle il se manifeste. Si tu devais garder une seule vérité de cette transmission, ce serait celle-ci. Le changement ne commence jamais dans les circonstances. Il commence dans l'observateur. Tant que tu attends que l'extérieur se transforme pour te sentir différent, tu renforces l'ancien cycle. Lorsque tu choisis l'état avant la preuve finit toujours par apparaître. Garde cette phrase comme un mantra silencieux, une clé intérieure. Je change la position, la réalité suit. Médite-la, observe-la à l'œuvre, vérifie-la par toi-même. C'est ainsi que ce savoir cesse d'être un concept pour devenir une expérience vivante. Si ce message a déplacé quelque chose en toi, partage-le à ceux qui sentent que la réalité leur échappe encore. Écris en commentaire ce que tu choisis désormais d'observer autrement, abonne-toi à la Lumina et souviens-toi, une fois que tu maîtrises ceci, le changement ne tarde jamais. Il obéit.